Alors, José Bové, je ne vais pas vous présenter, c'est inutile, mais j'ai quand même demandé aux personnes, là, comme ça, je fais une sorte de micro-trottoir, et je dis si, quand vous pensez, si on vous dit José Bové, si vous pensez à José Bové, quels sont les mots-clés qui vous viennent en premier à l'esprit? Alors, je vais vous les dire. Le premier, c'est Larzac. Charisme. Larzac, ça me va bien. Trublion. OGM. Résistant. Insolence. Moustache. Pipe. Astérix. Honnête. Tracteur et fauchage. Et alors, figurez-vous que personne n'a dit député. Et encore moins député européen, ce que vous êtes depuis 2009 quand même. Comme si l'homme, finalement, faisait de l'ombre aux politiques. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans le costume d'un homme politique? Alors d'abord, bonsoir à tout le monde. En fait, ça me fait assez plaisir que les gens ne me voient pas d'abord comme député. Donc ils oublient le fait d'être député. Comme si on pouvait être défini par une fonction électorale, comme si on pouvait être défini par une charge qu'on a acceptée. D'abord, on est homme, et je crois que c'est parce que j'ai eu le parcours que j'ai eu, parce qu'il y a eu Larzac, parce qu'il y a eu la Confédération paysanne, parce qu'il y a eu la lutte contre les OGM, contre l'Organisation mondiale du commerce, tous ces combats, c'est à cause de tous ces combats et des luttes collectives qu'on a menées que je suis devenu député européen. Et je ne suis pas devenu député européen pour faire une carrière de député européen, mais pour continuer dans cette instance qui me paraissait la plus importante, le combat qu'on avait mené sur le terrain. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est quelque chose que je me suis toujours dit. C'est vrai que quand Daniel Cohn-Bendit, en 2008, est venu me proposer de faire une liste collective avec beaucoup de gens qui étaient issus de la société civile, j'ai accepté parce que je me suis dit, pourquoi toujours demander à d'autres de parler ou de défendre nos idées alors qu'on pouvait aussi le faire soi-même? Et pour moi, c'était ça la question de base. Donc, pour moi, être député, c'est un moyen, comme quand j'étais syndicaliste, comme quand je fauche un champ d'OGM, c'est la même chose. Et pour moi, être député européen, c'est aussi de faucher l'ordre établi dans une des instances qui est, en fait, en plus, une des plus démocratiques qui soit dans l'ensemble des assemblées auxquelles on a accès. Donc je crois que c'était important aussi. C'est la seule élection où tous les citoyens européens votent le même jour, à la proportionnelle dans tous les pays, pour élire leurs représentants. Et c'est quand même pas rien. Le jour où on aura des élections à la proportionnelle intégrale au niveau national pour l'Assemblée nationale, les choses sont un petit peu différentes. Mais on en est encore un petit peu loin parce que la monarchie républicaine est toujours là. Alors on va parler de vos livres, hein, c'est Terre et Lettres a pour but, se base toujours sur les livres. Vous avez signé 2 livres avec Gilles Luneau très récemment, Hold Up à Bruxelles et l'alimentation en otage. On vous a vu un peu partout récemment, là, sur toutes les télés et les radios. Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe. Alors d'abord la couverture, c'est une couverture de polar. C'est une écriture à la première personne, souvent haletante, un peu à la manière d'un polar. Les histoires que vous racontez pourraient tout à fait figurer dans un polar. Est-ce que ça veut... Pourtant, tout est vrai. Et est-ce que ça veut dire que les couloirs de Bruxelles ressemblent à ceux d'un roman noir? Ça veut dire que la démocratie est en permanence menacée. Quand je dis hold-up, je parle du hold-up de la démocratie. Comment les multinationales essayent de grignoter les avancées démocratiques. Et comment ils se servent de tous les rouages possibles et inimaginables pour essayer de gangréner le système démocratique et pour l'utiliser à leur service. Et c'est ce dont je me suis rendu compte de suite dès que je suis arrivé en 2009, qu'effectivement il y avait un véritable problème. Et en fait, ma porte d'entrée, ce qui était à peu près logique, ça a été celle des OGM, puisque c'était le combat que je menais depuis des années. On était arrivé à interdire les OGM en France. Malgré cela, systématiquement au niveau européen, je m'étais rendu compte que chaque fois qu'il y avait un nouvel OGM qui était proposé par Monsanto, Pioneer ou n'importe lequel, systématiquement ces OGM étaient autorisés. Je me suis dit, il y a quand même un problème. Pourquoi est-ce que ces OGM sont toujours autorisés?
Alors j'ai remonté, j'ai fait l'enquête, je suis remonté à l'Agence européenne sanitaire des aliments, j'ai découvert bien évidemment qu'une partie des experts venaient des firmes, ça je m'en doutais, mais ça c'était la confirmation. Puis je me suis rendu compte d'un truc que je n'avais pas vu, on l'avait devant les yeux, et d'ailleurs ni Gilles-Éric Serralini, ni Christian Meloni, ni les autres, on n'avait jamais remarqué que les arguments, parce que quand une agence européenne étudie un dossier, ils ne refont pas des études eux-mêmes. En fait, ils font la compilation de toutes les études qui ont été écrites, et en fonction de ça, ils vérifient si c'est conforme ou pas. Or, on n'avait jamais vérifié les auteurs de ces fameux textes, et on s'est rendu compte que toutes les expertises venaient de chez Monsanto. Et donc, en reprenant les noms des deux chercheurs qui étaient systématiquement cités, c'était des gens de chez Monsanto. Diana Manetti. Alors, non, mais ça c'est encore autre chose. Ah oui, donc je me suis rendu compte que les textes venaient de chez eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire que quand Monsanto dépose un dossier, son dossier est analysé en vertu de ses propres analyses. Ça ne peut jamais être refusé. Alors ça, c'était un stade important. Et après, je suis allé voir le commissaire européen, à l'époque, qui était en charge des OGM, le commissaire à la santé et à l'environnement. Je lui ai dit, écoutez, il y a un truc qui est bizarre. Je viens d'éplucher maintenant tout le conseil d'administration de l'agence, et je me rends compte que la présidente de l'agence est en même temps membre du conseil d'administration du plus gros lobby international de l'agroalimentaire. Et ça ne peut pas passer comme ça. Et donc c'est Madame Banati, qui est une Hongroise, qui était présidente de l'agence hongroise sanitaire des aliments, mais qui était aussi membre de l'ILSI, qui est le groupe qui regroupe tout l'agroalimentaire mondial. Tous, ils sont tous là. Et il y avait même Philippe Maurice qui en faisait partie, puisqu'ils ont été un des créateurs de ce lobby. Et donc, je lui ai dit, écoutez, moi je vous donne 2 mois, on est au 14 juillet, si mi-septembre vous ne l'avez pas fait partir, on va être obligé d'agir. Évidemment, au 14 septembre, rien ne s'est passé, donc on a fait une conférence de presse, on a monté la mayonnaise, et on est arrivé, et ça, on a pu le faire au Parlement européen, c'est-à-dire qu'on a bloqué les crédits de l'agence. On dit, on a refusé de donner le quitus à l'agence pour sa gestion, en disant, tant que cette femme sera présidente de l'agence, eh bien, le Parlement européen bloquera les financements. Et là, ça n'a pas traîné. Au moment du vote, elle a démissionné, et donc on a obtenu gain de cause. Et depuis, on a lancé tout un processus de démocratisation de l'agence, de rencontre avec la société civile, et il y a tout un travail qui se met en route. C'est évidemment pas parfait, parce que les lobbies continuent à y être, sauf que on a marqué un point. Et pour moi, ce qui m'a toujours intéressé, quelles que soient les actions, que ce soit l'Arzac, les OGM ou le reste, c'est pas simplement de dénoncer, parce que ça, dénoncer, on y arrive toujours, mais c'est d'être capable de faire changer les choses. Si on n'est pas capable de faire changer les choses, le message qu'on peut envoyer est complètement désespérant. Or, en fait, on est capable d'agir. Et moi, ce que je veux essayer de montrer, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, c'est que sur beaucoup de combats, on est arrivé à agir aussi au Parlement européen. Et donc c'était ça un peu ce que j'avais envie d'expliquer. C'est comment un député peut agir s'il est capable et s'il en a surtout la volonté. On a l'impression toutefois que vous n'êtes pas très nombreux et que, en effet, c'est un combat, c'est un véritable combat, puisque vous racontez, vous écrivez que à Bruxelles, pour un élu, il y a 20 lobbyistes. Donc comment faire face quand on est un élu et qu'on a cette armée de gens payés par les multinationales? Il faut être un saint, il faut être un humaniste, il faut être extrêmement solide pour résister à des pressions qui doivent être considérables. En général, les pressions, si les types cèdent aux pressions, c'est qu'elles ne sont pas si terribles que ça. C'est qu'elles sont agréables. Ça peut être des repas, c'est des voyages, voilà, c'est des choses comme ça en fait. Ils achètent en fait. Et les mecs, ils acceptent. Moi, j'ai pas fait un seul cocktail au Parlement européen. Alors, en termes de santé, c'est pas mal, mais c'est surtout, au moins comme ça, tu ne risques rien. Tu ne risques rien. Et puis j'ai trouvé une méthode très simple, c'est que chaque fois qu'un lobbyiste venait, je le mettais sur Facebook, comme quoi un lobbyiste était venu. Ça a été très vite fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un lobbyiste en tout et pour tout qui est venu dans mon bureau. Et le premier qui est venu, c'était un laboratoire pharmaceutique, Pfizer, vous connaissez tous Pfizer,
qui venait me vanter les mérites d'un nouveau produit pour éviter la maltraitance animale sur les cochons. Et donc il s'est dit, ce mec-là, il va accepter ça. Et son truc, c'était simple, c'était plutôt que de castrer les porcelets à la naissance, quand ils ont 2-3 jours, tous les gens qui ont élevé des cochons, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, qui ont eu des cochons chez eux, mais voilà, si tu ne fais pas ça, la viande de porc risque d'être un peu forte. Hein. Donc c'est une façon de le faire. Il a dit, c'est de la maltraitance animale, donc il faut faire une castration chimique. Nous, au laboratoire Pfizer, on a inventé une piqûre qui permet de stériliser les porcs et donc d'éviter les ennuis d'odeur, et donc ça sera mieux. 400 millions de bénéfices par an, il est escompté. Le seul problème, c'est que ce sont des personnes, que ce soit le paysan, le salarié agricole, qui se retrouvent à faire ces piqûres au porcelet à la naissance, au mâle évidemment. Et moi je lui ai posé une question toute bête au type de Pfizer. J'ai dit oui, très bien, je vois votre affaire. Et j'ai dit, si le paysan se pique, qu'est-ce qui se passe? Hein? Parce que c'est quand même un problème. On a un vrai problème de fond quand même. Alors il me dit, il faut 2 piqûres. Ben, je dis d'accord, mais quand même. Ça veut dire, est-ce que la mutualité sociale agricole va reconnaître ça comme accident du travail? Ou alors c'est une organisation de stérilisation des paysans, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un problème. Et donc, dès le lendemain, je l'ai rendu public, et ça a fait rire évidemment dans l'Assemblée, et ça a tout mis Pfizer très mal à l'aise, et ils ont arrêté de mettre ça en avant. Et donc, c'est une façon, voilà, ça, chaque député peut le faire, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Alors, il y a eu quand même un autre qui est venu me voir, c'était Philippe Maurice, mais c'était une filiale de Philippe Maurice. Comme on les avait emmerdés de longue pendant 2 ans, parce qu'il y avait une directive sur le tabac, peut-être que vous en avez entendu parler, pour renforcer la lutte contre le tabagisme et surtout contre le pouvoir des multinationales. Et il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne, l'industrie du tabac est un des financeurs de l'Union européenne et surtout d'un organisme de l'Union européenne qui s'appelle l'organe de lutte contre la fraude, l'OLAF. L'OLAF est financé à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros par an par l'industrie du tabac. Pas pour lutter contre le tabagisme, mais pour lutter contre la contrefaçon. Parce que la contrefaçon leur enlève des bénéfices. Donc c'est un truc assez succulent. Et donc, la directive anti-tabac qui allait être mise en place, allait renforcer, c'est elle qui propose le paquet neutre, etc., etc. Et donc, qui est un vrai projet contre le tabagisme. Et l'industrie du tabac n'était pas du tout favorable. Donc, ils ont trouvé la meilleure façon d'empêcher cette directive de se mettre en place. Ils ont monté une cabale contre le commissaire. Et ils ont fait démissionner le commissaire européen. Barroso a donné 30 minutes au commissaire européen pour dégager, en disant « Vous avez été corrompu par l'industrie du tabac ». Je ne vous raconte pas l'histoire, ça a duré des mois. Je suis rentré en défense de ce commissaire, qui était celui contre qui je m'étais battu dans l'affaire de l'EFSA, de l'Agence européenne sanitaire, pour les OGM. Parce que c'était un type qui était de droite, plutôt pro-OGM, ancien ministre des Finances de Malte, donc ce n'était pas vraiment un copain politique. Mais quand j'ai vu ce qui était en train de se passer, je me dis, il y a vraiment anguille sous roche, c'est assez bizarre, surtout qu'on avait vu des rapports de politologues anglais, suite aux batailles contre l'industrie du tabac et Philippe Maurice en 2001, qui concluaient que la meilleure façon d'empêcher un projet d'avoir lieu, c'était d'éliminer le commissaire. Alors pas physiquement évidemment, mais que s'il y avait un commissaire gênant, il fallait monter une cabale pour le faire descendre. Et comme il y avait eu le précédent de la démission de la commission Santerre, vous vous rappelez de cette histoire avec notre ex-première ministre française, maintenant j'oublie son prénom, mais vous allez le retrouver, son nom, Édith Cresson, qui avait fait tomber un commissaire pour une broutille, une commission entière. Maintenant, à cause de cette jurisprudence Cresson, Barroso est tombé dans le panneau volontairement parce qu'il savait très bien la manœuvre et qu'il était lui-même en soutien de Philippe Maurice. Ils ont fait démissionner le commissaire en 30 minutes. On a pris la défense. Bref, tout ça, ça a pris des mois. Et
à un moment, ceux qui avaient porté plainte, qui étaient une compagnie de tabac suédois, de tabac à chiquet suédois, qui était en fait une filiale de Philip Morris, sont venus dans mon bureau et au bout d'une heure et demie où j'ai enregistré au magnétophone, ont avoué qu'ils avaient menti en disant que, effectivement, il y avait une réunion où le commissaire avait demandé plusieurs dizaines de millions d'euros pour changer la directive, pour la rendre plus souple. Et donc tout ça était absolument incroyable, et on est arrivé à monter, et donc actuellement c'est en procès. Il y a eu un premier procès devant la Cour européenne de justice où Barroso a été obligé de venir s'expliquer, le verdict n'est toujours pas tombé, et il y a un autre procès qui est devant la justice belge contre cette entreprise pour les mensonges, et là très curieusement c'est le président du Parlement européen qui a traîné pendant presque 6 mois pour me transmettre à moi et à 2 autres députés l'invitation du juge d'instruction à venir témoigner dans le cadre de cette affaire. Et donc c'est assez singulier de voir la protection qui a eu lieu entre Barroso de droite, Schulz, le président du Parlement européen, social-démocrate, et l'OLAF, pour empêcher que ce genre de choses décalent. Mais voilà, on l'a rendu public et ça a créé un vrai pataquès. Donc on peut agir. Simplement, il faut le vouloir. Alors ça a l'intérêt, cette histoire, c'est que dans le cadre du Parlement et dans le cadre des institutions politiques, il y a eu une avancée absolument incroyable qui s'est faite au niveau, en 2004, à l'Organisation mondiale de la santé. C'est que quand il y a eu le grand scandale face à Philip Morris, l'OMS et l'ensemble des pays représentés ont pris une décision qui s'impose à tous les États, c'est que quand il y a une question de santé publique, eh bien, la transparence est obligatoire et la rencontre avec les industriels responsables du problème sanitaire doivent être interdites à tous les niveaux de prise de décision. À tous les niveaux. Et si quelqu'un rencontre, il a obligation de le rendre public. Et ça s'impose de droit, c'est pas quelque chose qui doit être retranscrit dans les droits nationaux, ça s'impose. C'est absolument pas appliqué. Donc c'est intéressant à voir, parce que si on élargit le propos, au départ c'est pour l'industrie du tabac, mais quand on voit, parce que je sais que tout à l'heure on a parlé aussi du gaz de schiste dans un des précédents débats, on pourrait très bien se dire, pourquoi est-ce que quand on parle du gaz de schiste, on invite les pétroliers dans les débats? C'est un problème de santé, c'est un problème environnemental, ils sont le problème, ils ne sont pas la solution. Donc ils ne devraient pas participer à la réunion. Et je pense que c'est important de repartir de principes comme ça pour affirmer des choses de la démocratie qui nous paraissent évidentes quand on en discute comme ça, mais qu'en fait on n'ose pas appliquer. Et je crois qu'il faut être très simple par rapport à ça, parce que tout le monde comprend que la démocratie, c'est pas de se laisser manger par les multinationales, parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. C'est pas vrai. Quand un type est le problème, c'est pas lui qui vient débattre de la solution. Je crois que ça dessus, tout le monde le comprend. Simplement, il faut le mettre en œuvre. Vous racontez pour la petite histoire que les industriels du tabac, justement, pensaient avoir un allié avec vous parce que vous êtes fumeur de pipe. Donc, ils ont essayé de vous séduire, raconter dans votre livre. Apparemment, ça n'a pas marché. Ce qui est frappant, c'est que les lobbies avancent masqués aussi. Ça, c'est ce que on peut découvrir dans votre livre. Quand on parle d'une société qui s'appelle Europa Bio, bon, comme ça, le citoyen moyen a tendance à penser qu'il s'agit de l'agriculture biologique, voilà, de quelque chose de plutôt sain. Et en fait, vous dites, parmi les 55 grandes entreprises membres d'Europa Bio, on retrouve BASF, Dow AgroSciences, Dupont de Nemours, Limagrain, Monsanto, Novartis, Pfizer, Sanofi, Pasteur, etc., etc. C'est un peu, ils se repeignent un petit peu tous en vert, là, ces lobbies actuellement. Ça rend la tâche particulièrement difficile pour discerner un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Oui et non, parce que dès qu'il y a des mots comme bio, vert, santé, il faut toujours se méfier. Ah, d'accord. Il faut toujours se méfier parce qu'aujourd'hui, on a le lobby dont je parlais tout à l'heure, de l'agroalimentaire, l'INSI, c'est pour la science de la vie.
donc la science de la vie, ça fait magnifique aussi. Europa Bio, c'est effectivement le lobby pour faire passer les OGM, et donc qui est, lui, déclaré dans le registre des lobbies au niveau du Parlement. Monsanto n'est pas enregistré, mais Europa Bio y est. Et c'est vrai que ça fait plus chic quand c'est Europa Bio qui organise une conférence, parce que les gens n'ont pas l'impression de se faire avoir. C'est que les naïfs qui ont l'impression de ne pas se faire avoir. En réalité, on voit bien comment ce lobby fonctionne, et surtout comment il infiltre, pas simplement... Parce que le Parlement, il peut toujours essayer d'infiltrer les députés. Le plus embêtant, c'est les agences, donc j'en ai parlé, et aussi la Commission européenne. Et là aussi, on voit bien que c'est-à-dire que la Commission européenne, c'est à la fois les commissaires, donc on voit bien ce que c'est que les commissaires européens, mais derrière, il y a une administration pour chacune des commissions. Et là, on a une espèce de comment on peut appeler ça, de recrutement au sein des commissions qui est de plus en plus opaque et dans un cercle de plus en plus fermé de gens qui ont tous été dans les mêmes écoles, qui ont tous passé les mêmes diplômes. Si on prend celui de l'agriculture, donc la DG Agri, pour parler le jargon européen, eux, ils ne viennent pas forcément des écoles maintenant, ils viennent tous des cadres de ce qu'on appelle le COPA-COGECA, qui sont les FNSEA européennes. Et donc c'est cet organisme COPA-COGECA, qui est l'Assemblée des FNSEA européennes et des coopératives, qui en fait forme les cadres qui ensuite rentrent dans l'administration. Avant, ils jouaient comme lobby, maintenant, ils ne jouent plus comme lobby. Directement, ils servent d'école de formation pour entrer dans l'administration. Et on se retrouve dans un système tout à fait singulier où, effectivement, on n'est même plus dans de la connivence, on est dans la même pensée. C'est une pensée unique qui se construit. Et quand on voit ce qui s'est passé et ensuite, les gens passent d'une commission à une autre en fonction des intérêts à défendre. Et un des principaux, le directeur de la DG Agri, qui s'appelle De Marty, qui a été l'homme de toute la libéralisation de l'agriculture depuis 1992 au niveau des réformes de la PAC pour s'aligner sur les règles de l'OMC, eh bien, une fois que le travail a été accompli, au moment où c'était en train de se tendre, et que ça se tend actuellement sur les traités de libre-échange avec les États-Unis, le Canada et les autres, est devenu directeur de la DG Trade, c'est-à-dire du commerce international, avec la connaissance qu'il avait acquise à l'agriculture sur toutes les questions de négociation internationale. C'est très intéressant de voir comment les directeurs généraux peuvent migrer d'un endroit à l'autre, parce que ça donne bien la vision de là où sont les enjeux. Et donc quand on voit partir De Marty à la DG Trade, on se dit, là il y a le business qui arrive. Et ça n'a pas loupé, on voit bien les tensions, et ça montre aussi, en filigrane, même si ce n'est pas la partie dont on parle le plus pour l'instant encore au niveau des accords de libre-échange, c'est que la question de l'agriculture est au cœur, parce que c'est le problème de blocage qui peut être le plus important en dehors du débat sur les tribunaux arbitraux. La question de l'agriculture va être une question centrale dans tous les accords de libre-échange. Je ne sais pas si le mot est juste, mais à vous écouter, on a l'impression on pense à des mafias presque à l'intérieur de tout ce système, des gens qui sont de connivence, des pots de vin, je ne sais pas, est-ce que le mot est trop fort ou est-ce qu'on peut aller jusque-là? Parce qu'on parlait de polar tout à l'heure. Moi je parle de ce que je vois là où je suis. Il pourrait y avoir des députés français ou des gens qui siègent dans des instances régionales, départementales ou des communes qui pourraient avoir qui pourraient faire le même travail que je fais par rapport à d'autres projets. J'ai entendu parler d'un incinérateur pas loin, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a autour, comment ça fonctionne. Cet après-midi on parlait de l'eau, c'est toujours intéressant de voir les connivences autour de la question de l'eau. Autour de l'histoire de Sivens, comment les connivences ont fonctionné avec des gens qui ont des multiples casquettes. Moi, je me rappelle dans le débat du gaz de schiste où on a été quand même un certain nombre à être étonnés de savoir que la femme, l'épouse du président, de celui qui faisait les tuyaux pour le gaz de schiste, était au cabinet de François Hollande à l'Élysée. Bon, tout ça, ce sont des choses qu'on voit. Je crois qu'il faut être très clair, on peut comprendre les mécanismes. Simplement, il faut les mettre sur la table.
Parce que c'est vrai que ces entreprises, et c'est ce qu'on avait déjà dénoncé, je me rappelle en 1998, donc ça ne remonte pas à 3 jours, quand il y avait eu les premières discussions sur l'accord multilatéral sur les investissements en 1998, et qu'on avait occupé le château de la Muette, qui était le siège de l'OCDE, on ne trouve pas un meilleur nom, eh bien, ce qu'ils n'avaient pas supporté, c'est qu'on mette ça sous l'éclairage public. Et mettant ça sous l'éclairage public, la formule, je crois que c'était Suzanne Georges qui l'avait trouvée, c'était de dire, en fait, ce que les entreprises n'aiment pas, elles sont en fait comme Dracula, elles n'aiment pas être mises sous la lumière. Eh bien, c'est ça. Il faut mettre les pratiques sous la lumière pour les démasquer et pour les rendre, pour qu'elles ne puissent plus fonctionner. Je crois que c'est ça important. C'est ça le rôle aussi des citoyens. Et chaque élu peut le faire. Et chaque élu doit le faire, doit agir là où il est pour dénoncer. Parce que comment la démocratie peut être vivante si en permanence on est sous la pression ou si on fait dicter sa direction par des intérêts privés. Et les mecs qui ont des intérêts privés, ils sont à la limite, ils sont logiques de faire ce qu'ils font. Si ça marche, ils auraient bien tort de s'en priver. Simplement, il y a un moment, ça se confronte avec la réalité de la démocratie. J'en profite pour signaler que Suzanne Georges sera à La Rochelle le 23 avril. Et oui, il y a un chapitre, là vous parlez évidemment, on balaye les choses très vite parce qu'il y a tout un chapitre, en effet, vous en avez parlé sur le tabac, sur l'agroalimentaire, et puis une grande partie aussi, l'un de vos combats, c'est la PAC, la réforme de la PAC, le chapitre s'intitule « Une PAC sous influence ». Et on a l'impression qu'avec cette réforme de la PAC, un pas en avant, deux en arrière, la démocratie, écrivez-vous, est piétinée par des grands groupes de pression économique. Là aussi, bon, vous voyez, j'ai noté plein de choses sur ces questions-là, mais je voudrais que vous m'en parliez. Vous aviez souhaité plafonner les aides de la PAC à 100 000 €, je crois. Ça a été balayé tout de suite. C'était proposition des écologistes. Après, on a accepté 200 000 €. Et en fait, le vote a été raté, enfin, n'a pas été adopté à 2 voix près. Et alors là, vous êtes complètement démoralisé, vous êtes abattu. Il y a de quoi d'ailleurs, hein, sur les chiffres, c'est sur plusieurs centaines de personnes, de députés européens. Voilà, 334 contre 332 pour changer la vie quand même de millions d'agriculteurs. Alors ça, c'est quelque chose qui vous a fait mal, je crois. Et racontez-nous ce qui s'est passé par la suite. Bon, écoutez, c'est assez simple, c'est qu'on perd ce vote et on se rend compte qu'en fait, beaucoup déjà de députés qui auraient pu voter avec nous n'étaient pas présents. Et donc, je ne vais pas les nommer encore, vous n'aurez qu'à lire le livre. Mais voilà, c'est assez intéressant, hein, et pas forcément que des gens désagréables. Il y a des gens antipathiques qui ont voté contre nous, et il y a des gens qui auraient dû voter avec nous qui n'étaient pas présents ce jour-là, que j'ai dénoncé, et depuis, ils m'en veulent. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des gens de pays, je pense notamment à des gens des pays de l'Est, des députés qui étaient prêts à voter avec nous, mais qui ont dit, voilà, notre gouvernement aujourd'hui attend tout de Berlin, on ne peut pas voter avec vous parce que sinon notre gouvernement va nous le reprocher. Et ça, c'est quand même terrible, c'est qu'en fait beaucoup de députés se retrouvent, quand ils sont dans la majorité de leur gouvernement, en fait n'osent pas agir en fonction de ce qu'ils pensent, mais en fonction de ce que leur ministre leur a dit de faire. Ce qui est vrai pour les pays baltes est vrai pour la France et pour les autres, je vous rassure. C'est exactement la même chose chaque fois, systématiquement. On n'a jamais, et c'est terrible de voir ça, logique de pouvoir qui fonctionne. Aujourd'hui, quand je fais le bilan, c'est dramatique, parce que si on avait pu plafonner les aides à 100 000 €, voire à 200 000 €, qui était une position alternative moins forte, mais quand même c'était déjà pas mal, ça concernait très peu d'exploitations agricoles, quelques milliers en France. Les plus riches ? Oui, quand même, a priori. Mais surtout, ça libérait des millions d'euros tous les ans, des milliards au niveau européen, qu'on pouvait réinjecter soit en soutien aux petites fermes, soit
pour des alternatives, l'agriculture bio, les circuits courts, etc. On pouvait renforcer complètement et changer le modèle. Or, il n'y a aucune volonté de faire ça. Et quand on voit le résultat de la PAC tel qu'il a été voté au final, avec la complicité du PPE, les conservateurs et des sociodémocrates, eh bien, très clairement, ce qui a été voté, en fait, ne change rien à ce qu'on avait avant. Au contraire, c'est une mascarade. Et ça ne vient pas du commissaire européen. Et ça, j'insiste vraiment, parce que j'avais écrit un petit livre avant, pendant le débat, dans lequel, effectivement, je montrais qu'il y avait une dynamique complètement nouvelle qui s'était mise en œuvre sur la prise en compte de l'environnement, sur la question des petites fermes. Le commissaire européen Ciolos, qui est un Roumain, qui avait fait ses études en partie en France, qui avait fait ses stages agronomes dans les exploitations bio en Bretagne, était quelqu'un qui était complètement persuadé qu'une autre orientation était indispensable. Il a été cassé à tel point que, au moment de la réélection l'année dernière, la nomination du commissaire, il y a eu une lettre commune qui a été envoyée par le négociateur socialiste, le négociateur conservateur et les Britanniques anti-européens à Juncker pour dire qu'il ne voulait plus de ce commissaire à l'agriculture. C'est quand même terrible quand tu vois ça. Et donc, aujourd'hui, on a une PAC qui est en gros le même modèle, sauf qu'on l'a peint en vert, avec soi-disant des mesures agro-environnementales qui n'ont absolument rien d'environnemental. Il y avait une mesure phare pour nous, qu'on voulait mettre en avant, qui était un truc, mais vraiment de base de l'agronomie. Et le camarade Bito ne dira pas le contraire, c'est qu'on avait dit il faut que dans les aides environnementales soit mentionnée comme mesure centrale la rotation des cultures. La rotation des cultures, c'est que tu ne fais pas céréales sur céréales sur céréales. Ici, vous savez bien l'histoire, maïs sur maïs sur maïs, mais que vous avez une obligation avec des protéines végétales, des prairies, et donc on fait une rotation sur l'ensemble des parcelles. Ça a été refusé par l'ensemble des ministres de l'agriculture européens, et ça a été remplacé par la diversification agricole sur les parcelles. Diversification, ça veut dire simplement que tu n'as plus le droit d'avoir plus de 70 ou 75% de la même culture sur les parcelles. C'est-à-dire que tu peux garder la monoculture sur 70% ou 75%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a rien changé. On n'a rien changé au modèle. Et on a imposé une règle complètement idiote, mais complètement idiote, qui est de dire qu'il faut que sur chaque exploitation, il y ait 5% de terres environnementales d'intérêt écologique. Les 5% de terres d'intérêt écologique, des haies que tu mets autour d'une porcherie industrielle, rentrent dans le calcul des 5%. Donc tu ne changes rien. Tu ne changes rien. Mais comme des fois ça pourrait poser des problèmes, parce qu'il y a une montée en permanence, et depuis que le Parlement a été réélu il y a un an, la pression continue sur ces questions-là, c'en est encore trop, même le fait que ça soit marqué, c'en est encore trop. Les députés, les ministres attaquent en disant c'est de la complexité, il faut aller vers la simplification, et donc le commissaire européen, le mois dernier, vient d'annoncer que pour les 2 prochaines années, avec la mise en œuvre, eh bien, il n'y aurait aucune sanction pour ceux qui ne respecteraient pas les peu de règles agro-environnementales qui ont été votées et mises en œuvre. Donc on est dans une histoire complètement invraisemblable, et avec des problèmes, là aussi, très intéressants sur les modes de prise de décision. C'est-à-dire que le Parlement, lui, vote un texte, donc la Commission propose un texte, le Parlement le amende, le Conseil des ministres amende aussi, puis ensuite on se retrouve les 3 ensemble pour essayer de trouver un texte commun. En général, le Conseil bloque, et donc c'est très compliqué d'avancer. Mais si on a un Parlement courageux, on pourrait le faire. Le problème, c'est que c'est souvent pas le cas. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, qu'on a voté le texte général, on passe ensuite sur les actes délégués, c'est-à-dire en gros la mise en œuvre. Et donc là, il y a à nouveau des blocages. Et une fois qu'on a fait
les actes délégués, on passe dans l'application concrète. Et là, c'est plus du tout les élus qui décident, mais c'est l'administration. Et par exemple, un truc invraisemblable qui va poser des problèmes en France particulièrement, c'est que pour les aides, pour les zones de handicap naturel, donc ce qu'on appelle l'ICHN dans le jargon agricole, eh bien, la France, qui avait de ce côté-là des règles assez strictes, parce que ça avait été concerté depuis des années et des années, c'est une aide assez ancienne, vient aujourd'hui se faire imposer par la Commission de l'agriculture que les aides ne doivent pas être limitées aux agriculteurs en activité. Et que donc, un retraité pourra toucher l'ICHN. Ce qui veut dire qu'on élargit complètement le champ, qu'on bloque la mutation des terres et que l'installation des nouveaux va être bloquée. Mais pourquoi est-ce que c'est fait? C'est parce que comme il n'y a aucune revalorisation des retraites agricoles, eh bien, beaucoup de gens vont avoir, grâce à l'ICHN, un complément de retraite en zone difficile qui compensera la faible retraite. Et donc, il n'y aura plus de bataille politique sur la question des retraites, puisque ce sont ces aides qui les compenseront. Et là, on a typiquement des transferts comme ça, et ça, c'est évidemment quelque chose... Alors, c'est compliqué de faire la une des journaux avec une histoire comme ça. Mais là, c'est une réalité intéressante à montrer sur comment les décisions sont prises et comment, à un moment ou à un autre, on peut se retrouver bloqué par l'administration. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine aussi, c'est de voir que de nombreux agriculteurs sont tentés par le Front National, le discours du Front National. Et vous soulignez le double discours du Front National, justement, au sein des instances européennes et en France, sur le terrain. En deux mots, expliquez-nous ça. Ce qui est déjà toujours assez intéressant, c'est que quand on écoute le Front National, par exemple en commission de l'agriculture, commission du commerce international, qu'on les entend parler, j'ai dit, tiens, ils disent comme nous. Mais ça en est un point caricatural. C'est-à-dire que l'autre jour, je vois le représentant du Front National qui prend la parole parce que sur la fin des quotas laitiers, puisque les quotas laitiers viennent d'être arrêtés depuis le 1er avril, ce qui est une catastrophe à venir, et il intervient, au lieu de faire un discours classique, il intervient pour dénoncer la ferme des 1000 vaches. C'est-à-dire le modèle d'agriculture industrielle et la concentration de la production dans les fermes industrielles, ce qui était quand même tout à fait singulier. J'ai eu la même chose face à TAFTA, où on a eu un Front National très TAFTA, anti-TAFTA. Par contre, quand on les revoit sur le terrain, eh bien, ils ont été en première ligne à Sivens pour défendre le barrage, parce qu'on a besoin d'eau. Et là, on voit bien la pratique agricole. Et ils ont un département qui est à étudier de près pour ceux que ça intéresse, qui est le Lot-et-Garonne, puisque dans le Lot-et-Garonne, c'est le syndicat de droite, qui est à droite de la FNSEA, la coordination rurale, qui tient le département. Et le président donc, de la Chambre d'agriculture a le département, à la Chambre d'agriculture, et son fils est le président du Front National du département. Et donc on voit là comment, au sein des départements, ils sont complètement sur la logique encore plus libérale, aucune limitation, systématiquement pour les agrandissements, et pas du tout sur une logique cohérente. Et sur leur vote au Parlement européen, ils votent en faveur des industriels. Au Parlement européen, quasi tout le temps, au moment sur la réforme de la PAC, on a eu des votes contre nous, au niveau du Front National, où ils votaient avec les plus libéraux. Alors, en général, quand on dit les libéraux au Parlement européen, c'est les centristes libéraux. Et là, ce ne sont pas les gens du Modem ou de l'EDI qui tiennent la barre, mais c'est clairement les Hollandais qui sont vraiment à la pointe du modèle libéral en termes commerciaux. Alors justement, un petit coup de canif à François Hollande, dans le chapitre, à la fin du chapitre sur la PAC. Vous évoquez ce jour de 2013 où vous êtes à Gand et que vous entendez le discours de François Hollande, donc 2013, bien après son élection,
Et vous l'entendez parler de la PAC, je vous cite, le plafonnement des aides enterré, les mesures environnementales pour que l'eau redevienne buvable en Bretagne ou dans la plaine d'Alsace abandonnées, la rotation des cultures pour préserver l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique oubliée. Son insistance sur le rôle de l'agriculture d'exportation et la diminution des contraintes pour l'élevage industriel est un très mauvais signal pour l'agriculture durable, les petites fermes et l'emploi en zone rurale. François Hollande reste un militant du productivisme. Voilà, c'est ce que vous venez de dire. Voilà, je vous cite. Oui, mais tout à l'heure ça a été cité, parce qu'on a reparlé abondamment tout à l'heure aussi des propos de Manuel Valls au Congrès des jeunes agriculteurs au mois de septembre-octobre, où il a défendu de manière incroyable le barrage de Sivens comme étant l'avenir. Et on a eu encore des discours il y a quelques jours aussi, où il y a une espèce de course folle derrière le président de la FNSEA, derrière Xavier Belin, comme étant le modèle agricole du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gouvernement socialiste au pouvoir, dont la principale activité, c'est de défendre la FNSEA, ce qui est quand même un comble. J'ai une question sûrement idiote, mais il y a combien d'agriculteurs en France? Bah, malheureusement, on est très faible. Hein. Non, mais voilà, combien à peu près? Ben, en gros, il n'y a pas 1 million d'agriculteurs, on est à 800, entre 800 000 et 900 000 à peu près. Voilà, moi je ne suis pas du tout dans le domaine. Simplement. Pourquoi la FNSEA, qui représente 800 000 électeurs, à peine, pourquoi elle fait si peur? Alors la FNSEA ne représente pas 800 000, parce qu'en gros, ils représentent 53 à 54%. Même pas. Un agriculteur sur deux vote FNSEA. Hein, donc ils ne représentent pas la majorité. Très peu de gens alors. Sauf qu'ils représentent l'ensemble de l'agroalimentaire. Et Xavier Belin, comme on l'a cité à plusieurs reprises, c'est à la fois Sophie Protéol, donc c'est les huiles, on a dit ici que c'était aussi le président du port autonome, mais c'est aussi quelqu'un qui est engagé dans énormément de relations internationales. Et c'est quelque chose que j'avais dénoncé au Parlement européen, c'est qu'il y a eu un accord de libre-échange avec le Maroc. Et il ne me connaissait pas encore trop au Parlement européen, et donc la Commission du commerce international m'a donné ce rapport à faire. Et donc normalement, en 3 mois, ça devait être fait, on allait voter oui, et c'était fini. Mais comme c'était une question que je connaissais un petit peu, l'agriculture au Maroc, je me suis dit, ça va être intéressant, et on va pousser le bouchon jusqu'au bout. Et parce que je voulais effectivement montrer que cet accord de libre-échange avait absolument rien d'intéressant, ni pour les agriculteurs européens, ni pour les agriculteurs marocains. Et quand j'ai creusé le dossier, je me suis rendu compte qu'il y avait simplement 3 entreprises qui faisaient 75% de l'export des tomates du Maroc vers l'Europe. Il y avait le Domaine Royal et 2 entreprises françaises, une basée à Château-Renard près de Marseille et l'autre basée à Perpignan. Et donc, ces 3 entreprises faisaient 75%. Pas du tout de l'agriculture paysanne, l'agriculture industrielle. Donc, premier problème, c'est que ça n'aidait absolument pas les paysans. 2, ça pompait les nappes phréatiques, et souvent des nappes phréatiques fossiles, donc ils ne se renouvellent pas. Et il y avait un 3e problème de droit international, c'est qu'une partie des tomates qui sont exportées du Maroc viennent du Sahara occidental. Et le Sahara occidental fait partie des territoires à décoloniser au niveau des Nations Unies et ne peut pas être intégré au Maroc. C'est comme pour d'autres pays, c'est comme si Israël, quand Israël exporte des produits qui viennent de Palestine, ils n'ont pas le droit, théoriquement, de les estampiller Israël. C'est interdit par le droit international. Et les États-Unis, dans leur accord de libre-échange avec le Maroc, sur les questions agricoles, ont spécifié noir sur blanc que ça excluait le Sahara occidental. Donc c'était assez intéressant. J'avais un argument juridique qui était celui des affaires étrangères américaines, et c'était l'ancien négociateur de l'OMC pour les États-Unis, qui était donc Robert Zelig, qui avait signé ce texte. Donc c'était pas n'importe qui. Eh bien, la Commission a refusé cet argument. Et quand, à 3 jours du vote, alors que les producteurs de tomates européens étaient mobilisés, toute organisation syndicale confondue, de la Confédération paysanne
à la FNSE, à la section des fruits et légumes. Pareil en Espagne, pareil en Italie. On avait fait des conférences communes où j'avais invité tout le monde. J'ai eu, et c'est la première fois que ça m'est arrivé, et je pense que ça sera la dernière, un coup de téléphone de Xavier Belin à la maison un dimanche matin, qui m'appelle pour me dire, écoute, c'est une connerie, il ne faut pas soutenir les corporatistes de la tomate, hein, ces mecs-là, tu ne te rends pas compte de l'intérêt qu'il y a pour l'agroalimentaire française que cet accord soit signé. Et effectivement, il avait raison, et c'était lui-même un des principaux bénéficiaires, c'est qu'en contrepartie de ces importations qui étaient faites d'abord par des entreprises françaises, donc premier intérêt, c'est qu'il y avait une libéralisation et une ouverture de tout le marché agroalimentaire au Maroc sur les céréales, les produits laitiers et les viandes. Tout le marché. Ce qui veut dire que toute l'agriculture nourricière locale se trouve aujourd'hui confrontée aux importations sur l'ensemble des productions de la vie quotidienne. Et alors, on est arrivé à un point incroyable, c'est que quand j'ai lu, en étudiant le dossier, l'ensemble des accords signés, il y en a même un qui m'a stupéfait, c'est qu'on a spécifié dans l'accord à 0% de douane, libéralisation totale de l'exportation française européenne vers le Maroc de la viande de porc. Et en fait, c'était tout à fait logique, c'est qu'il faut continuer à alimenter les gens dans les hôtels. Et que quand les Européens viennent, il ne faut pas leur changer non plus leurs habitudes alimentaires. Donc, ils vont bouffer du porc, mais évidemment, il n'y aura pas de taxe, donc ça sera plus intéressant. J'imagine que c'est très préjudiciable aux agriculteurs marocains et locaux. Alors, c'est d'autant plus... Alors, c'est évidemment préjudiciable, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de types qui sont sur la PAC, mais ce qui est dramatique aussi, c'est qu'il y a une censure absolument terrible au Maroc. Et il y a une censure d'autant plus terrible. J'avais voulu faire venir un agronome qui est un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui au Maroc. Il a eu l'interdiction de venir. Il n'a pas pu venir parler devant le Parlement européen. Alors, il y a une raison très simple à ça, c'est qu'aujourd'hui, on passe tout au Maroc. Le Maroc pourra faire n'importe quoi pendant les 30, 40, 50 prochaines années. Jamais personne n'attaquera le Maroc. Pour une raison très simple, c'est qu'il a 75% des réserves mondiales de phosphate. Et l'agriculture chimique ne peut pas se passer du phosphate marocain. Et à partir de là, on comprend très bien la géopolitique face du Maroc. Et on pourra avoir des systèmes militaires, on pourra avoir des systèmes de répression, on pourra avoir des systèmes complètement corrompus. Jamais le Maroc ne sera attaqué. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs quand on est au Parlement européen que tous les groupes parlementaires sont à la commission des amitiés entre le Maroc et l'Union européenne. Tous. Et c'est intéressant. Et là, ça serait marrant de faire le pédigré de chacun, de se comprendre pourquoi est-ce qu'un tel va en vacances au Maroc. Ce serait assez marrant. Il y a un certain nombre d'élus aujourd'hui, et pas des moindres, qui passent leur temps au Maroc. Mais il y a des choses... Donc là, s'il y en a qui ont envie de faire des recherches, il y a un petit travail, à mon avis, intéressant en économie, peut-être sur le Maroc, et les relations politiques douteuses avec le Maroc. Mais la question du phosphate, qui est relativement peu abordée en général, à mon avis, c'est une des clés d'entrée majeures aujourd'hui de la question marocaine.